à toutes et à tous. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Donc, effectivement, je vais vous faire ce petit webinaire sur les dates clés, des dates clés qui sont peut-être pas exhaustives, mais en tout cas, j'essaie de bien ratisser ce qui est déjà passé en termes de réglementation pour des rappels et aussi là, ce qui arrive, qui va impacter les professionnels là, dans la prochaine année ou les années à venir. Donc, je vais partager mon petit PowerPoint. Au fil de la présentation, n'hésitez pas à me poser des questions si besoin. On a essayé peut-être de le faire par partie, comme l'expliquait Clara. Donc peut-être c'est ça. Donc sur chacune des grandes thématiques, à la fin de chaque thématique, je vais vous demander si vous avez des questions, évidemment. Donc tout d'abord, je voulais quand même vous remettre en perspective qu'est-ce que l'interfilière de tourisme durable en Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs d'entre vous connaissent puisque vous êtes intervenus dans des webinaires ou des événements qu'on organise aussi. Donc, l'interfilière, ça consiste en tous les professionnels en Nouvelle-Aquitaine qui relèvent de l'Union, de l'UNAT, effectivement, du tourisme social et solidaire, de l'hôtellerie et de restauration, donc de la portion UMI Nouvelle-Aquitaine, et de la NAPA, donc la Fédération d'hôtellerie de plein air. Donc, les trois réseaux travaillent ensemble sur des pratiques, des projets transversaux en tourisme durable. Et on a renouvelé effectivement la convention fin 2022. Donc, on a un nouveau programme d'action en 2022-2025. Donc, je profite quand même de cette petite introduction pour vous dire les grands axes de notre nouveau programme d'action. Donc, tout d'abord, un accompagnement plus individualisé des professionnels, un accompagnement collectif avec notamment des opérations collectives, etc., des animations. Un axe plutôt porté sur la valorisation du tourisme durable et un axe sur l'animation de la vie interfilière. Je n'irai pas en détail dans ces grands axes, mais sachez en tout cas que l'interfilière va peut-être se rapprocher de vous encore plus que dans les dernières années pour vous accompagner individuellement et vous solliciter notamment sur des opérations collectives qui peuvent être pertinentes pour vous. Juste pour vous dire, dans les quelques semaines à venir, on a des événements, notamment un éductour la semaine prochaine sur l'île de Léron qui portera sur la gestion des biodéchets. Si jamais ça vous intéresse, on a relayé encore une fois ce matin l'invitation pour s'inscrire. Ensuite, on a un webinaire qui est organisé le 16 mars sur la maîtrise de l'énergie avec des retours d'expérience. Si vous êtes motivé à raconter effectivement ce que vous avez mené là, dans votre organisation en termes soit de gestion intégrée, suivi des consommations, c'est le moment effectivement peut-être de partager votre expérience. Donc, on est toujours preneur effectivement de ces retours. Et on a effectivement une journée, c'est une visite de l'usine d'épuration, de potabilisation de l'eau de Saint-Hippolyte, près de Rochefort. Donc, si ça vous motive effectivement d'aller voir, il y aura de la sensibilisation justement au niveau de l'eau. Donc, là aussi, on aura une demi-journée de visite de cette usine et l'après-midi, on aura des échanges sur la thématique de l'eau. Donc, voilà. Maintenant, on va aller quand même dans le cœur de ce webinaire. Donc, un petit ordre du jour, je vais refaire un petit b.a.-ba du tourisme durable que la plupart d'entre vous doivent connaître, mais je remets quand même un peu les définitions. Les différentes lois et thématiques lois et dates clés par thématique. Parce qu'effectivement, vous allez voir que c'est assez éclaté comme réglementation. Vous devez déjà aussi le savoir en partie. Et à la toute fin, une petite conclusion sur pourquoi finalement, quels avantages auriez-vous à procéder à faire évoluer vos pratiques vers un tourisme durable, au-delà effectivement que de la réglementation, bien entendu. Donc, tout d'abord, le tourisme durable. Je remets cette définition qui est celle de l'OMT. C'est la définition la plus consensuelle au niveau du tourisme durable. C'est un tourisme qui tient pleinement compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, tout en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, on a quand même une grosse définition un peu fourre-tout, mais avec un objectif derrière quand même d'équilibre entre vous et la collectivité dans laquelle vous vivez, dans la communauté dans laquelle vous vivez et les vacanciers que vous allez accueillir. Mais aussi, c'est ça, donc tout ce qui est les aspects environnementaux.
Par contre, on va remarquer qu'il n'y a pas vraiment de définition qui est contraignante. Donc, il n'y a que cette définition qui a été rédigée par l'Organisation mondiale du tourisme, mais il n'y a pas de notion de tourisme durable dans le droit français, ni dans le Code du tourisme à ce jour. Donc, est-ce que ça viendra? Fort probablement, parce que c'est devenu vraiment de plus en plus connu et nécessaire, je pense. Mais à ce jour, on n'a pas de définition dans le droit français. Par contre, on a toutes sortes de lois ou de règles, on va dire, pour orienter les actions des uns et des autres. Et on va parler traditionnellement de hard law ou de soft law, donc d'un droit plus dur ou un droit plus mou. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en tourisme durable, c'est plutôt de la soft law qui va s'appliquer en général. Et cette soft law, en fait, c'est simplement un corpus de règles qui fournissent des recommandations, mais il n'y a pas de sanctions juridiques derrière. Donc, l'idée, c'est vraiment de pallier à des lacunes dans les normes juridiques, puis éventuellement influencer le droit dans son application et son interprétation. Donc, l'idée vraiment, c'est peut-être à travers ces soft-là d'amener des évolutions réglementaires. Et c'est là qu'on peut dire que finalement, les acteurs privés comme vous êtes peuvent être créateurs de soft law par leurs actions positives, par vos actions positives que vous allez mener sur l'environnement ou dans vos activités. Ben, quelque part, plus on est nombreux à mener certaines actions, ben, plus ça amène une pression. Donc, il peut y avoir finalement une évolution en faveur d'une action que vous aurez menée collectivement, par exemple, dans vos établissements. Et plus les établissements seront nombreux à aller vers certaines actions, ben, quelque part, ben, ça peut amener des changements positifs au niveau de la réglementation. Et bon, sachant que je dis positif, mais c'est relatif hein, parce que positif dans le sens que s'il y a de la réglementation en faveur de l'environnement, ben, quelque part, on va tous préserver l'environnement. Mais ça deviendrait des contraintes, effectivement, dans les opérations quotidiennes. Donc, je serais curieuse de vous entendre à savoir, selon vous, en termes de soft law, qu'est-ce qui pourrait consister en une règle, une soft law, par exemple. Si vous voulez prendre le micro, c'est un petit moment. J'ai essayé de mettre quelques questions comme ça pour être un peu plus interactif. Avez-vous des exemples à me donner? Là, il va falloir m'aider. Moi, je veux bien intervenir. Je ne sais pas si c'est répond à votre question, mais mon ressenti est que aujourd'hui, on est sur beaucoup de déclaratifs, Mm. de pratiques, et que du coup, il n'y a pas un cadre qui permet de différencier un greenwashing d'un réel engagement, et que peu de dispositifs existent pour évaluer l'engagement et l'impact qu'on peut avoir. Ça reste une démarche très volontaire. Tout à fait, tout à fait. Et à travers ces démarches volontaires, est-ce que vous avez un exemple d'une démarche que vous avez menée ou que vous connaissez d'autres établissements auraient menée qui serait volontaire et qui pourrait, selon vous, être considérée comme de la soft law? Euh, bon, je sais pas, à partir du moment où on déclare sur les actions responsables que l'on peut conduire pour la bonne gestion du lieu, bon, diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, voilà, on peut l'objectiver par une mesure, mais ça peut être comparé à quelque chose de déclaratif. Donc, pour le visiteur, c'est difficile de faire la différence Oui, tout à fait. entre un véritable engagement et quelque chose qui est déclaré. Donc, le fait de ne pas avoir d'indicateurs partagés, par exemple, c'est un peu dommage. Alors, je ne sais pas si ça relève de soft law, mais c'est l'idée d'indicateurs qui pourrait faire consensus. Ouais.
effectivement, tout ce qui est en fait le soft law, comme vous avez évoqué, hein, ce sont les grandes orientations d'une entreprise qu'elle va prendre, les normes qu'elle va justement appliquer dans son entreprise, tout ce qui est label et les recommandations génériques qui peuvent être faites aux entreprises. Donc, ce sont des recommandations qui n'ont pas d'incidence juridique, mais qui, quelque part, orientent en tout cas l'action de l'entreprise. Mais on est effectivement dans des normes qui ne sont pas contraignantes. Mais tout ce qui est label, par exemple, c'est un des exemples types qui va être de la soft law. Et ces initiatives, bien qu'elles soient peut-être incomplètes, mais bon, selon le label, ça peut être assez approfondi comme démarche, hein. Ben, elles peuvent responsabiliser à la fois les salariés, les professionnels, mais aussi les voyageurs. Donc, en tout cas, on est quand même dans quelque part du déclaratif, comme vous le dites, parce qu'en fait, derrière, il n'y a pas de vérification qui sont faites et de sanctions. Par contre, évidemment, il existe aussi des hard laws, donc des normes qui sont plus contraignantes euh, en matière de tourisme durable, d'éco-responsabilité, mais elles sont très éparses. Elles sont très difficiles à repérer, à se retrouver, d'où peut-être l'intérêt de faire ce genre de webinaire et peut-être de le faire régulièrement parce qu'il y a toujours des nouvelles réglementations là, qui vont voir le jour. À minima, en tout cas annuellement, on le sait. Mais elles ne sont pas propres forcément au secteur du tourisme. Souvent, ça va concerner l'ensemble des entreprises et des acteurs. Et quelque part, il faut savoir reconnaître quand ça s'applique effectivement aux établissements touristiques. Et bon, il y a souvent des grandes lois qui n'ont pas de décret d'application. Donc, il faut savoir que dès qu'il y a un décret d'application, la norme devient effective et on a des dates très précises sur l'effectivité de ces lois. Par contre, vous avez aussi quelques outils dans vos établissements pour contraindre, je dis contraindre entre guillemets, vos vacanciers. Est-ce que vous auriez une idée peut-être du type d'instrument que vous pouvez utiliser? Je contraindre à mettre en application vos actions, par exemple, que ce soit du tri ou une moindre consommation d'énergie. Moi, j'utilise l'affichage Oui, responsabilisant, on va dire, un peu comme un nudge dans les chambres, salle de bain, pour dire, bon, ben, voilà, vous avez, par exemple, moi, je mets à disposition un arrosoir pour collecter l'eau de douche avant qu'elle chauffe ou pour pas la très bien. gaspiller et le mettre. Bon, ça reste une incitation, il n'y a pas de coercition, évidemment. Ouais. Mais on se perçoit que, en fait, ça permet d'engager la discussion et d'expliquer l'enjeu et être au-delà d'un éco-geste, ben, de comprendre plus globalement l'enjeu, quoi. Et sensibiliser, oui. Ouais. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui voulait prendre la parole. Excusez-moi, il y a une CP là-dessus. Nous, on accueille à 80% des classes découvertes et des groupes. Et du coup, on s'est équipé d'un système sur notre consommation d'eau qui est avec Hydrelis, qui est un fournisseur qui permet de poser un espèce de petit compteur juste à côté du départ d'eau de chaque bâtiment, chaque couloir. On peut aller jusqu'à chaque chambre si on souhaite et voir les consommations d'eau fortuite, on va dire. Genre, s'il y a une petite fuite, ça fait une petite application sur le portable du technicien qui dit attention, il y a une fuite d'eau. Et qui permet aussi d'avoir la consommation d'eau par couloir, par secteur, par ce qu'on veut. Et du coup, on a un affichage au niveau du bar sur un écran qui dit, je sais pas moi, tel groupe de lundi à mardi, vous avez consommé 500 litres d'eau, dans la nuit de mardi à mercredi, vous en avez consommé que 450, et ainsi de suite. Et ça fait beaucoup parler. Et du coup, ça devient presque un jeu en termes de douche avec les enfants qui vont comprendre qu'il vaut mieux couper l'eau, etc., etc. On a ça pour la consommation d'eau. Et après, on fait aussi tout ce qui est sur le gaspillage alimentaire aussi avec la pesée. Et les enfants jouent le jeu aussi de moins demander durable plutôt que de remplir l'assiette et puis balancer la moitié, quoi. C'est très intéressant, effectivement. C'est des espèces de petites activités à vocation pédagogique et qui vous structurent aussi fort probablement le déroulement de vos activités au quotidien, quoi. Vous avez des mesures en même temps, donc c'est très intéressant parce que ça répond à un double objectif, effectivement.
Et je vous dirais que quelque part aussi, bon, pour contraindre en quelque sorte, mais bon, c'est très difficile de dire contraindre les vacanciers à faire des choses, mais les amener à, c'est très, très intéressant comme les exemples que vous venez de mentionner. Mais derrière vos conditions générales de vente ou les contrats que vous avez avec vos prestataires ou fournisseurs de services, ben, il y a moyen effectivement qu'il y ait des conditions, des éco-conditionnalités en quelque sorte que vous pouvez introduire. Et pour justement renforcer vos engagements, effectivement, bon, à travers les différents échanges que vous avez, soit avec vos vacanciers ou soit avec vos fournisseurs. Donc, juste globalement, évidemment, il y a une référence pour toute la réglementation en matière d'environnement. Parfois, c'est l'ordre des grands principes. D'autres fois, c'est de la réglementation très dure qui va être incorporée au Code de l'environnement. Le Code de l'environnement a énormément d'articles qui va toucher à la fois les collectivités, l'État, etc. Mais il y a aussi des articles qui touchent les entreprises. Et sur différents sujets. Ce n'est pas exhaustif ce que j'ai mis là aujourd'hui, mais ce que je vous dirais, c'est qu'effectivement, ça reste une source très importante en matière de droit environnemental, ce code de l'environnement. On y retrouve notamment au niveau, par exemple, des exigences en termes de bilan de gaz à effet de serre. Il est écrit au niveau du Code de l'environnement, toute entreprise de plus de 500 salariés, ce que vous probablement vous n'avez pas plus de 500 salariés dans votre entreprise, mais en tout cas, toute entreprise aujourd'hui de 500 salariés plus doit faire un bilan de gaz à effet de serre aux 4 ans et avoir un plan d'action derrière, par exemple, pour montrer ses intentions, les actions à mener pour améliorer leur performance. Et justement, depuis 2023, ça a été élargi le scope de ce bilan de gaz à effet de serre a été élargi. Par exemple, nous, en interfilière, j'ai fait la formation là, pour mener des bilans carbone. Je vais effectivement en faire un là, avec l'établissement Hotelia pour bien s'approprier la méthode en matière de tourisme parce que, effectivement, le bilan carbone, c'est très générique, c'est très complexe comme évaluation à mener, mais ça peut être très pertinent, effectivement, pour avoir des données très objectives. Donc, on s'y intéresse de près, en tout cas, parce que je crois que la réglementation, on n'anticipe pas forcément une réglementation à court terme pour un tout bilan carbone, mais que sait-on d'ici à une échéance de 10 ans, pourquoi pas, mais pour l'instant, il n'y a aucune annonce en ce sens. Mais vous avez aussi au niveau de la gestion des déchets, par exemple, le brûlage des déchets verts qui est mentionné, qui est interdit aujourd'hui dans la loi, notamment pour favoriser la valorisation organique via le compostage, par exemple. Mais effectivement, c'est des éléments qui font partie du Code de l'environnement. Au niveau de la qualité de l'air intérieur aussi, c'est mentionné dans le Code de l'environnement que tout établissement recevant du public, mais des publics fragiles, notamment les enfants de moins de 6 ans, doivent effectivement avoir un module pour évaluer la qualité de l'air interne de l'établissement. Donc, ce que je vous dis, en fait, sur cette slide générique, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, notamment sur les espaces naturels, sur la biodiversité, que vous pouvez puiser. Et c'est effectivement, c'est très évolutif, ce code de l'environnement. Maintenant, je vais aborder effectivement thématique par thématique les différentes réglementations qui vous impactent déjà ou qui vont potentiellement vous impacter. N'hésitez pas à me poser des questions, évidemment. Et sur les lois qui concernent l'énergie en général, j'ai recensé en fait 4 lois, mais il n'y a pas que ces 4 lois. On aurait pu aller bien plus loin en arrière. Je suis repartie jusqu'à 2015 pour la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Il y a aussi la loi Élan, celle qui porte sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, avec ce fameux décret tertiaire que vous entendez parler depuis à peu près 1 an, je pense, pour la plupart. Après, il y a effectivement la loi relative à l'énergie et au climat et la loi climat et résilience qui émane finalement de la Convention citoyenne pour le climat avec quelques lignes qui touchent à l'aspect énergie.
Donc, pour ce qui est de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte, on a une loi qui était assez générique, une loi qui visait l'engagement des citoyens, des entreprises, des territoires et des pouvoirs publics, avec l'idée derrière de renforcer cette indépendance énergétique de la France. On est sur un objectif très national, la réduction des gaz à effet de serre et fournir des outils concret à tous pour mener les actions. Donc, on a dans cette grande loi, finalement, on avait un objectif de facteur 4, c'est de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre émis par la France depuis 1990 sur un objectif de 2050. Donc, une loi très générique. Il n'y a pas forcément de contraintes contraintes directes pour les professionnels qui ressortent de cette loi, en tout cas que j'ai recensé. Par contre, c'est vrai qu'elle a mis la table sur ses objectifs nationaux d'améliorer la performance la performance en matière de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. La loi qui va le plus vous impacter, en tout cas aujourd'hui, en matière d'énergie, c'est effectivement la loi sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique avec son décret tertiaire qui finalement amène l'obligation de la mise en application. Évidemment, ce décret tertiaire ce décret tertiaire touche que les entreprises, toutes les structures qui relèvent d'une activité tertiaire dont la surface de plancher cumulée est supérieure à 1000 m². Et donc, ces établissements, ces structures doivent déclarer leur consommation énergétique sur une plateforme, la plateforme dite Opéra. Et cette plateforme, finalement, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de recenser toutes les consommations depuis 2010 pour identifier l'année où est-ce que les consommations ont été le plus élevées et à partir de là, se doter d'un objectif de réduction sur 2030, 2040, 2050 de moins 40, moins 50 et moins 60%. Donc, donc ces échéances sont individuelles à la structure, mais ils correspondent quand même à une contribution à l'objectif national. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Évidemment, normalement, l'application devait être en septembre 2022. Il a été accordé quelques mois supplémentaires pour se mettre en conformité, donc au 31 décembre 2022. Donc, normalement, à ce jour, toute entreprise dont le plancher cumulé de plus de 1000 m² doit avoir fait sa déclaration. Si vous ne l'avez pas fait, évidemment, il est encore temps de le faire. J'ignore combien d'entre vous sont impactés par cette réglementation, mais il y a forcément plusieurs structures à l'UNAT qui ont plus de 1000 m² de surface de plancher. Après, la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, donc on a une loi qui a encore une fois réinscrit, mais inscrit encore davantage, on dit renforcer l'urgence écologique et climatique dans le Code de l'énergie et l'objectif de neutralité carbone 2025. Donc là, on est encore sur des objectifs nationaux de sortie des énergies fossiles, du développement des énergies renouvelables et la lutte contre les passoires thermiques. Sur les passoires thermiques, effectivement, il y a des obligations par rapport à la rénovation des bâtiments. Je sais qu'UNAT, on peut vous accompagner notamment sur vos projets de rénovation, mais d'ici 2028, il y aura une obligation quant aux travaux dans les passoires thermiques. Donc, si aujourd'hui, il y a encore effectivement des marges de manœuvre en 2028, ce sera une obligation. Et c'est vrai que cette obligation s'applique notamment dans le logement en général, mais effectivement, dans vos structures, il faudra effectivement y voir aussi. Autre élément d'information par rapport à la loi, la première que j'ai mentionnée, le facteur 4 est devenu le facteur 6. Donc là, l'objectif, c'est encore plus renforcé, de diminuer, de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre. Donc, toute la réglementation aujourd'hui est orientée vers la contribution sur cet objectif, que ce soit vers les entreprises ou vers les citoyens, même aujourd'hui.
En fait, et puis enfin, par rapport à l'énergie, je voulais juste mentionner la loi climat et résilience du 22 août 2021. Depuis le 31 mars 2022, il est interdit de mettre des brasero, quoi, de faire du chauffage en terrasse. Et c'est effectivement un des éléments qui a été issu de la loi de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, je ne sais pas si vous aviez quelques questions par rapport à ce que j'ai soulevé. Et évidemment, je resterai disponible pour compléter si vous avez des questions particulières en aparté aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, je peux peut-être continuer sur l'économie circulaire. Clara, il n'y a pas de questions dans le chat non plus? Non, il n'y en a pas, tu peux continuer. OK. Merci. Donc, sur l'économie circulaire, une économie circulaire, j'ai quand même mis cette petite image parce qu'effectivement, ben, la loi en matière d'économie circulaire vise effectivement de suivre ce schéma de prévention, de réutilisation, de recyclage, éventuellement d'autres types de valorisation, notamment énergétique, et à la fin de l'élimination. Mais c'est vrai qu'au départ, cette grande phrase, effectivement, qu'on retrouve souvent dans les documents de l'ADEME, c'est que le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Donc, idéalement, on va réduire effectivement à la source. Donc, j'ai recensé deux grandes lois qui concernent l'économie circulaire, sur lesquelles vous êtes déjà impactés et où allez être impactés. Donc, il y a la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, donc la même qu'on a vue au niveau d'énergie, mais qui a un décret effectivement d'application sur l'économie circulaire, donc le fameux TRI 5 flux, et la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, une fameuse loi qu'on appelle AGEC, donc anti-gaspi et économie circulaire. Donc, pour ce qui est de le tri 5 flux que j'ai évoqué, en fait, le tri 5 flux, c'est un décret relatif à la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte qui, au 1er juillet 2016, a amené l'obligation pour les producteurs de détenteurs de déchets, qu'ils soient entreprises, commerces et administration, de trier à la source 5 flux de déchets. Donc, c'est vraiment une obligation depuis 2016 de trier à la fois papier et carton, métal, plastique, verre et bois. Ce n'est pas toutes les entreprises qui le font encore à ce jour, hein, ça reste toujours étonnant, mais c'est une obligation techniquement légale et que vous êtes effectivement directement concerné. Mais derrière, effectivement, cette obligation, il y a aussi depuis le 1er janvier 2019 la traçabilité de ces flux qui doit être attesté par un prestataire qui va être en charge de la collecte. Normalement, votre prestataire de collecte devrait vous faire une attestation annuelle de la collecte et la valorisation de vos déchets. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous pouvez me dire si c'est réalisé dans vos structures. Normalement, la réglementation est là. Par contre, est-ce qu'il y a sanction derrière? Je pense que c'est encore très limité, même si c'est une loi qui date de plus de 7 ans. Donc, normalement, ça devrait être assez appliqué. Mais c'est une obligation, en tout cas, que je pense que c'était important de le rappeler. Et puis, au niveau de la loi contre le gaspillage alimentaire et l'économie circulaire, là, il y a toute une démarche au niveau du zéro plastique, entre autres, qui est liée à cette loi. Donc, et là, on est dans une logique de réduction à la source, donc en interdisant les pailles depuis le 1er janvier 2021, les couverts jetables, les touillettes, les couvercles de gobelets à emporter, les boîtes en polystyrène, les pics de steak, les tiges pour ballons, les confettis de plastique. Et il y a aussi une interdiction de distribuer gratuitement des bouteilles de plastique, notamment dans vos structures. Donc, une bouteille d'eau
peut être vendu, mais ne peut pas être distribué gratuitement. Au 1er janvier 2022, il y a aussi le fait que chaque établissement doit être équipé d'au moins une fontaine à eau accessible au public. Donc, depuis le 1er janvier 2022, n'importe quel visiteur pourrait normalement demander à pouvoir boire de l'eau potable et remplir sa bouteille, par exemple. Et au 1er janvier 2023, et ça, vous l'avez peut-être déjà vu récemment, mais aujourd'hui, la restauration rapide doit utiliser la vaisselle réutilisable pour tout ce qui est boissons servies sur place et tout le reste, quoi, tous les aliments. Donc ça, c'est nouveau. Effectivement, il y a des stocks encore que vous utilisez peut-être dans ces trois éléments que j'ai mentionnés, y compris, par exemple, les pailles ou les touillettes, par exemple. C'est des choses que vous avez peut-être encore en stock depuis plusieurs années. Le stock peut être écoulé, évidemment. Et ce que j'allais dire, effectivement, au niveau de l'écolabel européen, je sais qu'il y a normalement, il y a des critères obligatoires par rapport à l'utilisation de vaisselle recyclable et de contenants non individuels. Le COVID a malheureusement fait reculer un petit peu ces aspects-là. Je pense que ça va se rétablir, mais effectivement, dans les évaluations là, avec l'AFNOR, il faut effectivement, c'est des éléments sensibles en tout cas auxquels il ne faut pas se gêner pour en échanger au vu du contexte qui a eu lieu dans les dernières années. Sur la loi AGEC toujours, parce que c'est quand même une loi qui est assez dense en termes d'application. 1er janvier 2023, je ne sais pas si vous savez, mais désormais, tout ce qui est plastique peuvent maintenant être mis dans la benne à recyclage. Donc, jusqu'à maintenant, les pots de yaourt, etc., on ne pouvait pas les mettre. Aujourd'hui, partout en métropole, les citoyens peuvent mettre au recyclage ces plastiques. Et en janvier 2024, là j'ai mis en janvier 2024, mais pas seulement, au niveau des biodéchets, c'est un de mes sujets de prédilection dans les opérations que je mène avec les professionnels. En fait, depuis 2016, il existe déjà une réglementation, une loi qui oblige les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an de trier et valoriser leurs biodéchets. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, c'est les producteurs de plus de 5 tonnes de biodéchets par an qui sont dans l'obligation de trouver une issue de valorisation à leurs biodéchets. Et en 2024, ce sera tous les producteurs de biodéchets, dont les ménages, entre autres. La différence, c'est qu'effectivement, au niveau des ménages, normalement, la collectivité, les syndicats de déchets vont trouver effectivement une solution de valorisation pour les ménages, soit en collecte, en porte-à-porte ou avec des bornes d'apport. Néanmoins, au niveau des professionnels, aujourd'hui, il est considéré que le professionnel est responsable de ces déchets, dont les biodéchets. Et effectivement, les solutions ne sont pas encore claires. Il y a beaucoup de solutions qui se développent en interne avec le compostage sur site, qui est très bien lorsqu'un établissement a ses espaces extérieurs. Mais effectivement, ce n'est pas tous les professionnels qui vont pouvoir opter pour cette solution. Donc, d'où, effectivement, depuis un an, l'intérêt d'Interfilière à bosser sur ce sujet parce qu'il faut trouver effectivement des solutions pour les pros. L'objectif de 2030, je voulais juste le rappeler sur cette loi AGEC, c'est que finalement, il y a une réduction de 50% du nombre de bouteilles de plastique à usage unique qui soit atteinte. Je pense que pour ce qui est de cette petite vidéo, on va peut-être passer, mais vous pourrez toujours aller la consulter excusez-moi, je vais y arriver. On vous partagera le PowerPoint et vous pourrez toujours cliquer sur ce lien. Effectivement, j'ai mis le lien tout en bas aussi. C'est une petite vidéo qui rappelle pourquoi est-ce qu'il y a cette loi AGEC et toute la logique derrière et qui est très pertinente, je trouve, et très ludique.
Donc, juste pour une petite synthèse de la réglementation en matière d'économie circulaire. Donc, on a des obligations de tri qui, depuis même 1994, existent. Donc, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt vers le biodéchet, mais en 97, c'était les déchets médicaux, par exemple. Donc, une obligation qui est progressive sur ce tri. Une obligation de traçabilité qui est plutôt, j'allais dire, récente, même si 2012, on avait déjà un registre du suivi des déchets, mais aujourd'hui, c'est obligatoire, normalement, d'avoir le suivi de ces déchets. Et maintenant, au niveau de la réduction à la source, c'est là que ça s'est renforcé avec la loi AGEC, donc sur tout ce qui est plastique, sur l'utilisation de vaisselle réemployable et sur l'interdiction d'emballage à utilisation unique et la proposition de fontaine d'eau. Donc, c'est quand même, en tout cas, des actions très concrètes, maintenant réglementaires, on s'entend, mais qui amènent une diminution des productions de déchets. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'économie circulaire? J'ai peut-être échappé des choses, évidemment. N'hésitez pas à compléter si vous avez des questions. Je Bon, pense alors, que tu peux oui, continuer, Maryse, il n'y a pas de questions non plus dans le chat. d'accord, merci. N'hésitez surtout pas, parce que ça fait plaisir, effectivement, on aime bien que ce soit un peu interactif parfois. Donc, au niveau des dates clés en alimentation maintenant, effectivement, au niveau de l'alimentation, on a trois grandes lois. La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, une alimentation saine, durable et accessible à tous, donc la loi EGalim. Et on a encore une fois la loi AGEC contre le gaspillage et l'économie circulaire, donc la portion plutôt alimentation de cette loi. Donc, sur la loi Garot, au 1er septembre 2016. C'est une loi qui date un peu plus, mais on voit quand même les premières assises de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec par exemple l'obligation pour les magasins alimentaires de proposer des conventions de dons à des associations pour les invendus. Derrière, l'interdiction pour les distributeurs de rendre impropre à la consommation les invendus. Donc, tout ce qu'on voit, effectivement, l'alcool qui est versé sur des invendus alimentaires, etc. Donc, c'est effectivement depuis 2016 qu'il y a une interdiction. Ça ne vous touche pas directement, mais c'est vraiment pour mettre en contexte. L'intégration des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire et le reporting social et environnemental des entreprises. Donc, ça peut s'intégrer effectivement dans le bilan annuel, le rapport moral d'activité. Au niveau de la loi EGalim, donc cette loi a amené différents changements, mais il y en a un depuis au 1er juillet 2021, le fait que dans la restauration commerciale, le doggy bag soit aujourd'hui obligatoire. Donc, toute personne qui demande à emporter son repas devrait avoir une réponse positive. Au 1er janvier 2022, il doit y avoir plus de 50% de produits durables sous le signe d'origine de qualité, dont les produits bio dans la restauration collective publique. Et il y a effectivement l'obligation de don d'excédents alimentaires étendus aux établissements de restauration collective et aux industries agroalimentaires. Donc, là où la loi Garot le mettait sur que les distributeurs, aujourd'hui, c'est effectivement applicable à la restauration collective. Ensuite, au niveau de la loi AGEC, depuis le 1er janvier 2021, toute personne peut apporter ses propres contenants dans les commerces pour encourager le vrac. Donc, le commerçant doit aujourd'hui pouvoir accepter ces contenants. Et même l'idée est de proposer des tarifs plus bas quand un consommateur se présente avec, par exemple, son propre gobelet pour un café. Depuis le 1er janvier 2022, il y a un label national anti-gaspillage alimentaire qui existe pour valoriser les initiatives. Donc, si jamais ça vous intéresse, on peut toujours se rapprocher. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on aille effectivement voir comment on peut vous aider dans cette démarche.
Et bon, d'ici 2025, on a des objectifs de réduire le gaspillage alimentaire de 50% par rapport au niveau de 2015. Là, c'est dans la distribution alimentaire et dans la restauration collective. Et d'ici 2030, c'est aussi pour la restauration commerciale. Donc, il faut quand même savoir que généralement, les actions sont menées d'abord dans la restauration collective. Donc, vous êtes souvent touché avant la restauration commerciale, même si vous êtes une forme de hybride en quelque sorte, hein, parce que vous n'êtes pas forcément public, mais ça reste la restauration collective. Donc, effectivement, généralement, vous allez être touché avant la restauration commerciale par les différentes réglementations. Je passe la parole à Clara qui va vous évoquer effectivement un dispositif qu'ils ont développé avec Green Menu. Ouais, merci Maryse. Donc du coup, nous à l'UNAT, on a un partenariat avec la plateforme Green Menu. Donc si vous souhaitez être accompagné dans le cadre de la réduction du gaspillage alimentaire au sein de vos structures, il faut surtout pas hésiter à nous contacter donc par mail ou par téléphone, puisque avec ce partenariat, vous avez la possibilité d'avoir accès donc à l'application Green Menu. C'est une application simple hein, pour évaluer et analyser donc le gaspillage alimentaire au sein du restaurant de votre structure. Et donc du coup, elle permet donc tout simplement d'évaluer et de calculer votre gaspillage alimentaire et d'obtenir les chiffres clés qui y sont associés, de définir autant de plats, de menus que nécessaire selon vos publics, vos repas et vos saisons, comparer vos campagnes de peser pour visualiser l'évolution de votre gaspillage alimentaire et d'en faire ensuite une belle analyse avec des graphiques pour vos supports de communication. Toute cette plateforme a été présentée par Cédric Giry, qui fait partie qui a fondé cette application Green Menu. Et vous avez le replay du webinaire qui a été fait en janvier donc sur notre site internet. Et je vous ai mis le lien en dessous, donc sur cette slide, hein, en dessous de l'explication. Et il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé, donc à nous contacter, d'aller voir le webinaire pour un peu plus d'explications. Et soit de nous contacter, soit directement contacter Green Menu. Vous avez les coordonnées à la fin du webinaire. Il ne faut surtout pas hésiter. Je sais que de présent à ce webinaire, il y avait notamment le CPA Latu. Donc du coup, ça fait un peu redondance, mais en tout cas, ils étaient présents. Et il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé, à les contacter pour avoir un peu plus d'informations. Voilà. Du coup, Marie, je te repasse la parole. Merci, Clara. Donc, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à l'alimentation en complément de ce que vient de dire Clara? Donc, on passe à la dernière section. Ah, j'avais juste une petite question. Il n'y a pas de cadre concernant le circuit court sur Euh, alimentation. On parle de bio, mais on ne parle pas de circuit court. non, effectivement, on parle de qualité. On parle je vais juste reprendre on parle de produits durables ou sous le signe d'origine et de qualité. Donc, effectivement, c'est englobé dans cette phrase dont l'objectif bio, c'est 20%. Et 50%, c'est l'objectif global, dont le bio. Donc, ça fait partie, oui, effectivement, c'est à l'intérieur de cette rubrique, on va dire, hein, 50% produits durables ou signe d'origine et de qualité. Ouais. Ok, merci. Mais avec plaisir. Et il faut quand même dire qu'il y a de plus en plus d'efforts qui se fait, de plateformes qui se mettent en œuvre là, pour l'achat local. Donc, en mon sens, ça va peut-être effectivement de se distinguer progressivement, comme vous dites, du bio ou des labels de qualité. Maintenant, le dernier élément la dernière thématique que j'ai recensée, c'est au niveau justement de la communication. Vous avez évoqué un peu plus tôt
hein, Madame Oudot, le greenwashing. Donc, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, c'était très facile de faire du greenwashing. Maintenant, il y a en tout cas quelques contraintes réglementaires qui arrivent et qui fait que finalement, on ne peut plus forcément se prétendre vert si on ne l'est pas réellement. C'est la loi climat et résilience du 22 août 2022 qui porte sur la lutte contre le dérèglement climatique, le renforcement de la résilience face à ses effets. Donc la loi, encore une fois, qui est issue de la Convention citoyenne pour le climat. Et à l'intérieur de cette loi, il y a plusieurs éléments. Je n'ai pas mentionné, il y a une portion transport aussi qui aurait peut-être pu vous intéresser. Là, j'ai recensé plutôt au niveau de l'information aux consommateurs, donc à la fois l'information consommateur et la lutte contre le greenwashing. Donc, au niveau de l'information aux consommateurs, il y a effectivement toute une partie de cette loi qui porte sur l'information aux citoyens et l'encadrement de la publicité. Donc, par exemple, la création d'une étiquette environnementale EcoScore pour les produits et services. Donc, c'était une des recommandations. Aujourd'hui, cet EcoScore, on va le voir effectivement sur les produits électroménagers, on va le voir sur les produits alimentaires et effectivement, d'ici 2025, on devrait le voir sur les produits vestimentaires, donc sur le textile. En matière de tourisme, aujourd'hui, il y a eu des expérimentations qui ont été faites sur un label, excusez-moi, une étiquette environnementale. À ce jour, c'est pas prévu dans l'immédiat qu'il y ait l'éco-score, mais c'est en pourparlers et éventuellement, il y aura effectivement en tourisme ce même type d'étiquette ou d'éco-score, mais c'est pas bon, là, dans les prévisions actuelles, en tout cas, c'est le textile qui est le prochain à se développer. Mais sachez que, en fait, si vous vous êtes engagé, ça va effectivement un jour payer parce que votre éco-score, lorsqu'il y aura une délégation de service public, il sera fort probablement très haut, très élevé. Ensuite, il y a aussi une obligation d'informer les consommateurs sur l'impact environnemental des biens et des services, considérés sur l'ensemble du cycle de vie. Aujourd'hui, il y a aussi interdiction de publicité en faveur d'énergie fossile et la prise en considération environnementale dans les marchés publics. Donc ça, c'est toujours tous des éléments qui ressortent de cette loi climat et résilience. Et pour ce qui est de la lutte contre le greenwashing, donc aujourd'hui, pour qu'une entreprise puisse affirmer qu'elle est neutre, pour annoncer qu'elle est neutre en carbone, via ses produits et ses services, il faut forcément produire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie de son produit ou de son service. Et qu'il y ait une communication qui soit faite en ce sens, soit sur le site web, etc., mais que ce soit communiqué auprès des publics qui consomment ces biens et ces services, et qu'il y ait aussi derrière une démarche pour réduire ou compenser ces émissions. Avec une mise à jour annuelle. Donc, en tout cas, aujourd'hui, l'entreprise qui souhaite communiquer sur sa neutralité carbone doit forcément avoir derrière ces éléments. Donc, c'est en tout cas, de point de vue légal, c'est effectivement par là que ça passe. Donc, ça évite effectivement, ça permet d'éviter les différentes dérives qu'on a pu connaître sur toutes sortes de produits au quotidien. Et si j'en parle aussi ici, c'est parce que effectivement, ça peut aussi peut-être vous impacter et vous, peut-être si vous souhaitez éventuellement avoir une démarche neutre en carbone, peut-être que ça peut être intéressant effectivement de faire ce bilan de gaz à effet de serre et éventuellement pouvoir avoir une communication qui repose effectivement sur une base objective et réglementaire, évidemment. Donc, c'est pas mal ce que j'avais à dire en tout cas sur la communication. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Il n'y a pas de question, Maryse, tu peux continuer. Merci. Évidemment, toutes les lois que j'ai mentionnées, il y a sûrement des éléments complémentaires que vous pourrez trouver et que si vous avez des questions encore, je peux y retourner.
Maintenant, ma petite conclusion en termes de tourisme durable, évidemment, il y a plusieurs enjeux, hein, notamment la protection de l'environnement et des communautés d'accueil. Évidemment, je pense qu'en tourisme social et solidaire, vous allez forcément y être très sensible et c'est très, très honorable. Mais effectivement, au-delà de ces convictions, on peut aussi trouver d'autres arguments parce que il y a des professionnels qui ont besoin effectivement de d'autres arguments. La rentabilité économique est quand même un enjeu important aussi dans vos structures. Vos démarches environnementales peuvent amener une maîtrise des coûts, notamment par exemple ce qui a été mentionné au niveau des consommations d'eau, suivi de fluides et d'énergie, tout ce qui est de gestion centralisée par exemple des bâtiments. Eh bien, ça peut amener, certes, il y a un coût d'investissement, mais derrière, il y a des économies qui peuvent être faites. On a effectivement des attentes sociétales aujourd'hui qui évoluent, des visiteurs qui sont de plus en plus sensibles, même s'il y a encore plusieurs personnes qui en doutent. Il y a beaucoup de vacanciers qui se sentent concernés et qui veulent faire des choix un peu plus vertueux en matière de tourisme. Et finalement, évidemment, le respect de la réglementation. Dites-vous qu'aujourd'hui, nos normes informelles ou la soft law peut présager en tout cas de ce que deviendra la hard law. Donc, plus vous êtes avancé, plus quelque part, vous allez aussi gagner des points en termes d'image auprès des clientèles, mais plus aussi, effectivement, vous ne serez pas contraint de vous mettre en règle le jour où est-ce que la réglementation va évoluer. Donc, évidemment, dans les dispositifs d'aide que vous avez, par exemple sur Green Menu ou encore, par exemple, sur la gestion des biodéchets, si cela vous intéresse, moi, je pourrais vous en parler plus longuement. Les aides aujourd'hui, parce que au niveau des biodéchets, à partir de 2024, vous serez tous contraints, y compris les citoyens, comme je vous ai dit, de valoriser les biodéchets. Il y a des aides aujourd'hui. Le jour où est-ce que la réglementation va impacter l'ensemble des professionnels, ces aides ne seront plus disponibles. Donc, ça vaut la peine effectivement peut-être de vous saisir des aides actuelles qu'on peut vous proposer, notamment via le Fonds Tourisme Durable aussi. Hein. Mais je pense que c'est effectivement, il faut savoir saisir ces occasions pour mettre en œuvre peut-être vos aspirations et vos convictions en matière d'environnement, mais aussi anticiper la réglementation et voilà, et mieux maîtriser vos coûts. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire cet après-midi. J'espère que ça a répondu à quelques questions. Peut-être ça en a amené d'autres et que j'espère que vous oserez quand même me poser des questions par la suite, que ce soit aujourd'hui ou via mes coordonnées que vous voyez à l'écran. Et si ça vous intéresse de faire partie des témoignages pour ce qui est de mon webinaire du 16 mars sur diminuer ses consommations énergétiques ou la journée du 27 mars sur réduire ses consommations d'eau, eh bien, je suis preneur de vos retours. Super, merci Maryse pour d'avoir participé, d'avoir répondu présente pour ce webinaire. Merci à vous qui étiez présents pour écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaiera d'y répondre au mieux et au pire, on transmettra vos coordonnées à Maryse ou vous pouvez directement la contacter. Elle sera ravie de pouvoir vous répondre. Quant à nous, on propose un nouveau webinaire donc le 9 mars. Donc c'est un jeudi à 14 h sur tout ce qui est fonds mutuel de solidarité et garantie financière. Donc avec mon collègue Aymeric Legendre du National qui s'occupe de toutes ces questions-là. Si vous avez envie d'y participer, vous avez le lien d'inscription sur notre dernière newsletter. Donc vous pouvez vous inscrire, il n'y a aucun problème jusqu'au dernier moment, toutes les inscriptions sont ouvertes. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Je mets en ligne le webinaire entre la fin de journée et demain matin, si c'est possible. Donc le replay sera accessible avec la présentation de Maryse. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Pour vos questions.